Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes sur Maïcha Télévision. Il est 11h, merci de préférer notre compagnie. C'est parti, à nous la télé. Ce matin, Natou nous parlera de la mode des popotins. Avoir des rondeurs bien en place fait courir certaines femmes. Ce qui nous fait également courir des risques, c'est aussi cette maladie, la fièvre typhoïde, qui est la maladie des messales. Ensuite, le reportage du jour nous conduit vers le droit d'aînesse. Notre thème de débat sont également au menu. Bienvenue. Pour parler de la fièvre typhoïde, nous avons avec nous sur ce plateau Dr Karango Mamadou Issa. Il est médecin traitant à la clinique La Solidarité. Merci beaucoup, docteur, de nous éclairer sur cette pathologie qu'est la fièvre typhoïde. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Alors, c'est avec Jeannette. Merci, bonjour, Asta. Jeannette. Comment Bonjour, ça va? Okay. Oui. Alors, bonjour docteur d'abord. Bonjour. Donc aujourd'hui, comme Astan l'a bien dit, on va parler des fièvres typhoïdes. Mais il est déjà dit que le typhoïde infecte chaque année des millions de personnes et environ 200 000 en meurent. Alors, le nombre de ces personnes infectées chaque année par la typhoïde est très faible en Afrique du Nord, mais elle est courante dans les pays en voie de développement. Alors, qu'est-ce que docteur Issa Amadou, qu'est-ce que la fièvre typhoïde d'abord? Merci madame. Tout d'abord, je vais commencer par définir la fièvre typhoïde. C'est une maladie infectieuse bactérienne, aiguë et cosmopolite, due à un microbe appelé Salmonella typhi. Mais avant d'aller loin, je préfère mettre l'accent sur un point. Au lieu de dire la fièvre typhoïde, on va plutôt dire la fièvre typhoïde. Parce que là, il y a plusieurs germes qui sont responsables. Il n'y a pas que le Salmonella typhi, il y a le Salmonelle paratyphi A et paratyphi B et C. Okay. Donc il y a plusieurs sortes de fièvre de typhoïde. Tout à fait. Voilà, si je comprends. Alors comment contacte-t-on cette maladie, la fièvre typhoïde? Alors, les modes de contamination sont nombreuses, mais il y a d'abord deux principales modes, à savoir la mode directe, qui est la contamination orofécale à travers des déjections des malades ou bien des porteurs sains. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la contamination, et la mode de contamination indirecte. Ça, c'est à partir des aliments souillés et à partir des eaux qu'on utilise en longueur de journée pour nos travaux ménagers, surtout pour le jardinage, et dans pas mal de situations, on se sert de ces eaux alors qu'elles ne sont pas potables. C'est ça, parce qu'on voit souvent des jardiniers là qui arrosent l'eau avec n'importe quel jardin, avec n'importe quelle eau, et cela peut contaminer les aliments, les légumes en général. Alors ça, c'est pas du tout recommandé. Alors, pourquoi est-il difficile pour nous de savoir de prime abord que nous avons la fièvre typhoïde? Parce que des fois, on l'attrape, on la contacte, mais on ne sait pas qu'on a ça. Qu'est-ce que vous avez? Oui. Ça ne se manifeste pas instantanément. Tout à fait. La fièvre typhoïde évolue souvent à bas bruit. Oui. Voilà pourquoi on ne sait pas très souvent à l'instant T qu'on est infecté par les germes responsables. Mais en y voyant de près, c'est une maladie qui évolue en 3 phases. Il y a d'abord une première phase qui va se caractériser par une montée progressive de la température. Là, on va appeler la phase d'invasion. Et on commence à voir apparaître à ces stades quelques signes tels que l'encéphalie frontale, les insomnies, les vomissements, l'épistaxis éventuellement, c'est-à-dire les saignements du nez.
des anorexies et des asthénies. Maintenant, cette phase va durer une semaine, 7 jours. D'où son nom, le premier septénaire. Ensuite, arrive la deuxième phase qui dure également 7 jours. Et là, la fièvre atteint un niveau qu'on va appeler le pic fébrile, 40 degrés, très souvent. Et dès que la fièvre atteint ces stades, elle se stabilise. Pendant une semaine, elle va durer toujours, la personne est fébrile à 40 degrés, ce qui caractérise la fièvre typhoïde, contrairement par rapport aux autres maladies infectieuses. Voilà pourquoi on parle de fièvre en plateau, parce qu'à la deuxième phase, le deuxième septénaire, la fièvre reste carrément en plateau. Au début, il y a eu une montée progressive. Alors, les pics de 40 degrés, une fois atteints, la fièvre se stabilise durant une semaine et garde ces pics. Ce pic-là de 40 degrés. De 40 degrés. Okay. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Durant cette phase, il y aura d'autres manifestations. La phase, on va l'appeler deuxième septénaire ou la phase d'état. Là, il y aura ce qu'on appelle les troubles digestifs. Un type de diarrhée surtout, vomissement. Il y a des gargouillements au niveau de la fosse iliaque droite. Il y a la fièvre elle-même qui est là, qui est très caractéristique. Il y a une dissociation du pouls par rapport à la température. Et là, cet aspect est très important parce que c'est ce qui caractérise surtout la fièvre typhoïde. On parle de la dissociation du pouls par rapport à la température parce qu'en temps normal, qu'est-ce qui se passe? La fièvre, quand elle est là, le pouls est accéléré. Mais dans le cas de la fièvre typhoïde, il y a un paradoxe entre guillemets qui se produit. Au lieu que le pouls soit accéléré pendant que la fièvre est là, non, le pouls se dissocie. Il devient moins filant. C'est très important durant cette phase et ça caractérise encore une fois de plus la fièvre typhoïde. Mais on dit souvent qu'il y en a qui sont habituels et d'autres rares. Peux-tu nous définir les deux situations, les deux cas? Les deux cas, voilà, on dit souvent que c'est habituel. Il y a des gens qui contactent tout le temps cela. Et il y a des gens aussi, des cas très rares aussi. Oui, bon, là c'est un problème de diagnostic. En réalité, quand on essaie de voir, les diagnostics sont un peu mal posés à notre niveau. Parce que ces problèmes de fièvre typhoïde rare chez certaines personnes, mais fréquentes chez d'autres, est juste lié à des antigènes qu'on va retrouver lors des prélèvements. Par exemple, quand on prélève un patient, on analyse son sang. On parlera de la sérologie diagnostique de Félix et Vidal. On retrouve normalement 2 antigènes parce que les germes en question portent ces 2 antigènes qui vont permettre à l'organisme de les détecter dès son entrée. Le premier antigène, c'est l'antigène somatique de surface qu'on va appeler antigène O. Maintenant, le second antigène, c'est l'antigène flagellaire qu'on va appeler antigène H. Alors, quand on fait l'examen biologique et qu'on retrouve l'antigène O vers le 8e jour, là, c'est significatif, mais avec un titrage qui va avec également, genre 1 centième, 1 décentième, on va dire. Donc, dès que cette situation est là, on pourra confirmer une infection récente. Mais, dans certaines situations, on va voir que c'est l'antigène H flagellaire qu'on va retrouver et qui va persister. Cet antigène va toujours persister, même après guérison. Donc, on parlera des cicatrices sérologiques qui va perdurer des années durant, je vais dire 1 an, sinon 3 ans même après la guérison. Voilà, à chaque fois que
la personne vient pour le dépistage, ou bien à chaque fois qu'elle passe pour l'analyse, on va retrouver cet antigène H flagellaire qui va introduire, enfin, quand le médecin n'est pas prudent, le laboratoire va lui dire qu'il y a une positivité avec l'antigène T, avec l'antigène H, et le médecin plutôt, qui est avisé, saura que c'est une cicatrice sérologique et non un portage chronique. Oui, mais docteur, c'est tellement si bien expliqué que vraiment les gens qui nous regardent aujourd'hui sont très contents. Mais quand même, j'aimerais vous poser une autre question. De quelle nature sont les complications de la typhoïde qui peuvent subvenir, si c'est le cas, si tel est le cas, quels sont les risques pour les malades? Alors, les complications, elles sont nombreuses, effectivement. Oui. Mais on va citer les plus importantes. Il y a d'abord les complications digestives à type de perforation intestinale. Parce que quand les germes rentrent dans l'organisme, il va directement dans l'estomac. Après l'estomac, il va se retrouver dans les intestins. Là, il y aura passage directement dans l'iléon, une partie de la portion terminale de l'intestin qu'on appelle l'iléon terminal. Le germe va passer là-dedans et il pourra provoquer une perforation à ce niveau. Alors, quand il y a perforation à ce niveau, il y a un risque d'hémorragie digestive. Ensuite, il y a un second risque qu'on appelle la péritonite. Et cette péritonite, elle pourra s'installer justement après la perforation. Maintenant, la deuxième complication redoutable, c'est la complication neurologique. Là, c'est très souvent sans diarrhée, mais qui va se caractériser surtout par des insomnies nocturnes, des céphalies intenses, surtout un état d'omnibilation. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les complications respiratoires, mais là, la maladie va simuler une bronchite plutôt. Et enfin, il y a des complications hémorragiques qui ne sont pas très très fréquentes. Elles sont vraiment rares. Parlons de la complication, docteur. Est-ce que le fait de ne pas traiter vite, de ne pas découvrir la fièvre typhoïde, peut être source d'autres maladies? Alors, le retard diagnostique ne va pas être source d'autres maladies, plutôt pourra exposer les malades à ces complications redoutables que nous venons de citer. Parce que quand on détecte la maladie très tôt, on a la possibilité de la guérir avant qu'on atteigne les stades de complications. Mais dans les cas échéants, le malade va droit vers ces complications-là qu'il faut vraiment redouter. Oui, vraiment. Mais quand on sait concrètement le minimum de précautions qu'on doit prendre, quand on sait qu'au moins 80% sont analphabètes actuellement, qu'est-ce que vous avez à leur dire concernant les précautions qu'on doit prendre pour ne pas attraper le typhoïde? Alors, concernant les précautions, on va insister sur cette maladie, sa mode de contamination d'abord. En y voyant de près, c'est une maladie liée à un niveau faible d'hygiène. Oui. Voilà pourquoi on l'appelle la maladie des mains sales. Les précautions, elles sont simples, elles sont vraiment simples. Mais avant de partir, la maladie des mains sales, on disait cela du choléra. Souvent, on dit que le choléra est la maladie des mains sales. Donc, c'est la même chose. C'est des maladies qui ont beaucoup de similitudes en réalité. En réalité, voilà. Parce que même les manifestations digestives de cette pathologie font penser, pour un profane, à une atteinte cholérique, on va dire. Seulement, il y a des points que nous appelons
des diagnostics, enfin, que nous appelons, qui nous permettent, des points qui nous permettent de poser ce qu'on appelle les diagnostics différentiels avec d'autres pathologies. Alors, ça c'est la caractéristique de la diarrhée d'abord, parce que dans la fièvre typhoïde, la diarrhée, elle est comme ce qu'on appelle le jus du melon. Je ne sais pas si vous connaissez le jus du melon. Quand on voit l'état des selles, chez une personne qui souffre de la fièvre typhoïde, quand elle commence à manifester les troubles digestifs, la diarrhée, les selles, lors de ces épisodes diarrhéiques, les selles ressemblent plutôt à un jus de melon. Bon, dans les cas du choléra, c'est plutôt une diarrhée qui ressemble à, je ne sais pas, du liquide qu'on retrouve après le lavage des riz là. Justement, quand on lave les riz avec de l'eau, il y a quelques graines qui restent dans les lots de lavage. La coloration même, blanchâtre, c'est ce qui caractérise la diarrhée dans le choléra. C'est bon à préciser. Alors, dans ce cas, docteur, comment se fait la prise en charge et le traitement de cette maladie? La prise en charge, elle se fait avec des antibiotiques, principalement. Avant, dans nos pays, on utilisait ce qu'on appelle les phénicolés. C'est une famille d'antibiotiques qui est composée de chloramphénicol, de thiamphénicol. Vous avez peut-être entendu parler de ces médicaments lectiobactéens, entre guillemets. Après, on a commencé à utiliser les aminopénicillines, genre amoxicilline. Après, les sulfamides, genre cotrimoxazole. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que le germe a commencé à développer des résistances face à ces antibiotiques. D'où l'émergence de nouvelles molécules qu'on appelle les fluoroquinolones, dont le chef de file est la ciprofloxacine. Maintenant, le traitement avant, avec les molécules que je viens de citer, prenait 10 à 15 jours. Mais avec les fluoroquinolones, il suffit juste d'une semaine pour pouvoir guérir les patients. Mais quand le stade est avancé, on sera obligé d'aller soit à 2 semaines ou bien à 3 semaines, selon le degré de sévérité de la pathologie. Voilà, parce qu'il n'avait pas encore terminé de nous expliquer, de donner le conseil aux patients qui nous regardent, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, quelles précautions les personnes doivent prendre. Par exemple, d'après son introduction tout à l'heure, ce qu'elle a dit. Puisqu'on dit que manger des salades, des trucs comme ça, là, peut-être des petits conseils que vous pouvez leur donner. Bien, concernant les précautions à prendre, vu la maladie elle-même, qui est une maladie liée à un niveau faible d'hygiène, voilà, les précautions vont avec. Il y a tout d'abord le fait de mettre l'accent sur le lavage des mains, très important dans ces cas, l'abandon de certaines pratiques culturelles telles que les récipients uniques lors des repas, dans lesquels tout le monde lave ses mains. Il vaut mieux arrêter avec ces pratiques maintenant, parce que ce sont des comportements qui favorisent la contamination des germes. Premier point. Deuxième point, il faut assainir les milieux de vie. Par exemple, quand on a un malade à la maison, ou bien après guérison, il faut désinfecter sa chambre, désinfecter les toilettes, désinfecter les linges, si possible, désinfecter les matières fécales en lui donnant des antibiotiques qui seront libérés sous forme éliminés plutôt sous forme active dans les selles, rendre potable les eaux qu'on utilise pour les besoins de tous les jours,
Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est surtout laver les crudités qu'on mange, les fruits et légumes, les salades, on va dire, surtout les salades, parce qu'en Afrique, au Mali, singulièrement, la maladie, elle est connue sous le nom de la maladie des salades. Donc, on souligne la salade, mais c'est les crudités en général qu'il faudrait laver avec de l'eau potable ou bien avec de l'eau de javel. On a beaucoup de mesures d'hygiène et d'asepsie à notre niveau, pas compliqué du tout. Alors, il suffit de s'y mettre et on arrivera à sauver le maximum de gens. Voilà, j'espère que le docteur a bien expliqué, n'est-ce pas? La seule remède réside dans la propriété. C'est ça. Donc, soyons propres. Merci beaucoup, Monsieur Karango. Je vous en prie. C'est très gentil d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie, merci. Voilà. Mais je voudrais souligner un point avant de finir. La prévention. Dans la fièvre typhoïde, il existe un vaccin maintenant. Oui. Bon, enfin, on va dire depuis longtemps. Pour prévenir cette maladie. Avant, c'était ce qu'on appelle communément les vaccins TAB. Bon, c'est connu au niveau militaire surtout, parce que les militaires, ils font ça régulièrement. Chaque an, les gens pensent que c'est un vaccin spécial. Mais en réalité, c'est juste un vaccin contre les germes de la fièvre typhoïde, comme son nom l'indique, typhoïde, et les paratyphoïdes A et B. Maintenant, il y a un autre vaccin sur les marchés qu'on appelle le Tifim VI, qui protège cette fois-ci contre les salmonella typhi et les salmonella paratyphi C. D'accord, mais c'est bien à savoir. D'accord, c'est bien à savoir quand même. Depuis peu aussi, dans les pays développés, on utilise des gouttes, des vaccins, mais sous forme de gouttes orales. Surtout en Suisse, c'est eux qui sont très en avance par rapport à ces vaccins. Donc, c'est une goutte par jour pendant 3-4 jours d'affilée. Mais il faut quand même l'éloigner d'une semaine quand on est sous traitement antipaludique. D'accord, effectivement. Merci, docteur. Merci vraiment. pour toutes ces informations. Vraiment. Je crois que tout est clair. Allons la télé. Cette phrase peut étonner, mais c'est pourtant le cas. Les fortes poitrines ont toujours été un objet de fantasme pour les hommes, mais les fesses pourraient bien les détrôner. Partout dans le monde, de plus en plus de femmes ont recours à des rehaussements de postérieur. Voilà, chers téléspectateurs, ce dont Natou nous parle ce matin. Bonjour Natou. Bonjour Hassan. Voilà, on est à toi. D'accord. Alors, en effet, les canons de la beauté en Afrique sont différents des standards qu'on a l'habitude de voir sur les podiums des défilés ou encore lors des concours de beauté Miss. Une belle africaine, c'est une femme qui a des rondeurs aux endroits où il faut et qui lui donne toute l'allure et la prestance que nécessaire. Comme on le constate sur l'écran. Bien sûr. Alors, jusque-là, la mode occidentale se penchait un peu vers le mannequinat et tout. Comment cette mode, c'est-à-dire les grosses fesses, sont-elles revenues en vogue? Alors, la jeune génération de femmes, depuis quelques années, redécouvre l'utilité de ces atouts. C'est grâce à une chanteuse américaine que nos jeunes sœurs sur tous les continents redécouvrent la joie de valoriser leur popotin. On y est, il s'agit de la bomba latina Jennifer Lopez, qui a été élue la femme ayant les fesses les plus connues au monde. Ensuite, suivi de Beyoncé qui, elle aussi, grâce à son atout indéniable, a enflammé les salles de concert. Les deux chanteuses, fières de leur forme, n'hésitent pas à les mettre en valeur, à bourrer dans les clips vidéo ou encore sur les planches de concert. Et voici est revenue la mode des grosses fesses, carrosserie pleine ou encore bassin charnu. La tendance est aujourd'hui à la conquête des fortes tailles. Les femmes n'hésitent plus à mettre en évidence leur forme sans complexe, qu'elles soient vêtues de paille, de jupe ou encore de pantalon. C'est ainsi qu'un marché s'est formé depuis plus d'une décennie et aujourd'hui une multitude d'options est disponible pour développer le postérieur féminin. Jusque-là, la mode occidentale, à savoir les tailles fines,
a influencé les goûts et les préférences des hommes et des femmes. Mais contrairement à l'idéal occidental, comme je le disais tantôt, la plus belle femme est celle qui a une forte poitrine, un gros postérieur et un tout petit tour de taille. Mais la tendance s'est accrue et a fait craindre des drames, car depuis une dizaine d'années et plus encore aujourd'hui, cette tendance s'est internationalisée en passant par les États-Unis, l'Europe et bien sûr l'Afrique et toutes les folies avec, car les filles ou les femmes ont recours à des implants et autres interventions esthétiques destinées à remodeler l'apparence du fessier, peu importe le prix à payer. C'est une routine dans la plupart des centres d'esthétique de nos jours. Je prends exemple sur le Brésil, la Colombie ou encore le Venezuela, qui sont des pays où l'on fréquente les plages toute l'année et où les jeunes filles exposent leur postérieur dans leur bikini. Alors le nombre d'implants fessiers a doublé en moins de 2 ans. Sur 5 filles, aujourd'hui, 2 ont eu recours aux implants fessiers. Et oui, bien sûr, quand on dit opération, on dit forcément douleur, car comme toutes les chirurgies, il faut du temps au corps pour s'habituer aux implants. Alors, avec les implants mammaires, ça va. On peut encore s'asseoir, tandis que les implants fessiers, l'exercice s'avère difficile. Les filles minces se sentant complexées, ça donne malheureusement à des pratiques très dangereuses. À Bamako, par exemple, un produit destiné à l'élevage porcin a connu un succès auprès des femmes. Les demoiselles en quête de rondeur recevaient une injection de ce produit pour avoir des grosses fesses. Autre chose, elles avalent également des comprimés qui, soi-disant, gonflent le postérieur et qu'elles surnomment Bobarabani. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces comprimés-là? Merci, Nastou. Par rapport à ces comprimés, ce que j'ai à dire, c'est des médicaments pas comme les autres. Parce que nous les appelons des corticoïdes. Alors, ces corticoïdes, ce sont des médicaments qui, utilisés à bon escient, donnent de très bons résultats par rapport à des maladies contre lesquelles on les utilise. Mais quand ça tombe dans le domaine de l'esthétique, ça fait des ravages. Seulement, les femmes qui utilisent ces produits ne savent pas tout de suite ce qui se passe au sein de leur organisme en ingérant ou en avalant ces médicaments en longueur de journée sans respecter la dose ni les recommandations liées à la prise de ces médicaments. En effet, parce que ces comprimés-là sont vendus illégalement. En général, les jeunes femmes, elles les achètent avec les pharmacies par terre. C'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, c'est des médicaments destinés à soigner quelque chose, en fait. En effet, les corticoïdes en médecine sont utilisés pour soigner pas mal de maladies. D'accord. Donc, quand on les utilise dans le domaine médical, c'est vraiment pour traiter certaines pathologies bien connues. Bien, d'accord. Mais dès que ça tombe entre les mains des marchands de médicaments, des riz je veux dire, c'est un problème. C'est un problème, c'est dommage. On a fait pas mal de campagnes concernant ces vendeurs de médicaments de la rue, mais dans nos pays, force est de constater que les résultats n'ont pas été trop concluants. Oui. Parce que ça continue de venir, on continue de les vendre. Tout à fait. Et les cibles continuent de se ravitailler. Alors que, comme je viens de le dire tout de suite, les corticoïdes, c'est des médicaments excessivement dangereux quand on ne sait pas les utiliser. Quand on ne sait pas s'en servir, ils vont créer des problèmes au niveau des organes qu'on appelle les glandes surrénales. Ce sont des petites glandes situées en dessus des reins. Donc, ça va perturber leur fonctionnement parce que l'organisme en sécrète à travers ces glandes. Maintenant, en avalant des comprimés de corticoïdes de façon intempestive, le bon fonctionnement des glandes surrénales sera perturbé. Et là, les conséquences sont vraiment regrettables. C'est des conséquences terribles.
Tout à fait. Je m'en vais citer quelques-unes, mais bon, c'est des trucs un peu techniques. Je ne sais pas si le grand public va comprendre. D'accord. Par exemple, le syndrome de Cushing, nous on appelle l'une des conséquences, des premières conséquences de l'utilisation intempestive de ces produits, c'est qu'il y a ces problèmes qui se posent. Ce syndrome de Cushing, c'est une maladie grave, très grave, et c'est lié à l'utilisation anormale de ces produits appelés corticoïdes. D'accord. Et, excusez-moi de vous couper, mais il existe aussi d'autres comprimés. Par exemple, il y a des filles fines qui avalent des comprimés qui sont censés leur faire grossir, qu'elles appellent Dafurkubani en Bambaraoui. C'est le même concept? En fait, c'est le même produit. D'accord. C'est toujours des corticoïdes, même dans le cas des filles qui se blanchissent la peau, c'est toujours le même produit. Mais cette fois-ci, on va les appeler les dermocorticoïdes parce que là, c'est utilisé sous forme pommade et sur la peau. D'accord. Mais les comprimés qu'elles utilisent également pour avoir une forme généreuse rentrent dans le même cadre. C'est le même produit, seulement sous présentation différente. Il y a la forme dermatologique, qui sont les pommades qu'elles vont utiliser pour se blanchir la peau. Et il y a les formes comprimées qu'elles vont avaler pour avoir des formes généreuses. Voilà, nous venons d'aborder le sujet de la tendance des gros popotins et c'était avec bien sûr la participation de notre très cher docteur Monsieur Garango. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. C'est très gentil, voilà. Allons la télé. Bonjour à tous. Pour cette émission, nous vous proposons de visiter avec nous 2 recettes. Une lasagne de sardines en entrée et un sauté de bœuf aux choux et carottes en plat de résistance. Ces 2 recettes feront honneur aux légumes. Pour commencer notre lasagne de sardines, ne vous laissez pas impressionner par le nom. C'est une recette très simple et savoureuse que nous obtenons en 10 minutes. Commençons donc par tapisser le fond d'un plat de service avec les rondelles de tomates que nous saupoudrons de sel. Posez ensuite les sardines une par une sur les rondelles. Aspergez l'ensemble d'une fine couche de sel. Disposez une autre rangée de tomates. Passez une deuxième couche de sardines. Faites une vinaigrette avec le persil, l'huile d'olive, le vinaigre, assaisonnez et remuez. Badigeonnez les lasagnes avec cette vinaigrette. Versez par-dessus la première vinaigrette et décorez avec les grains de poivre. Et voilà, la lasagne de sardines est prête. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Pour réaliser cette belle recette, il nous faut 2 boîtes de sardines, 3 tomates découpées en rondelles, du poivre en grains, une vinaigrette composée de moutarde, sel, vinaigre et huile, du persil haché, de l'huile d'olive, du sel et du vinaigre. Passons à présent au sauté de bœuf aux choux et carottes. Commencez par faire chauffer de l'huile et faire revenir les oignons. Ajoutez la viande de bœuf déjà pré-cuite et mélangez le tout. Ajoutez ensuite du sel et le chou, mélangez. Ajoutez les carottes, mélangez. Ensuite, le poivre en grains, de l'ail, le verre d'eau et mélangez. Couvrez votre préparation et laissez mijoter durant 20 minutes. Vérifiez la cuisson de nos légumes. Une fois la cuisson terminée, passez au dressage. Servez le bœuf sauté en dôme dans une assiette
saupoudré de persil et c'est prêt à être dégusté. Il faut préciser que le chou peut constituer la garniture, mais on peut aussi l'accompagner de riz. Pour réaliser donc notre sauté de bœuf aux choux et carottes, il nous faut 500 g de paleron pré-cuit, un chou, 4 carottes coupées en biseaux, un oignon découpé, du persil, de l'ail, de l'huile, du poivre en grains et du sel. Ok chef, c'est bien noté. Bon appétit et à bientôt pour une autre recette facile à réaliser. Allons la télé. La richesse de l'Afrique réside quelque part sur le respect de certaines traditions ancestrales. Il s'agit donc aujourd'hui du droit d'aînesse et c'est avec Jeannette. Oui, Astan, on va vraiment parler aujourd'hui de droit d'aînesse parce que c'est un sujet très important. Les jeunes doivent savoir que les aînés sont à respecter, les aînés sont à amadouer, à aimer et à chérir. Mais malheureusement, de nos jours maintenant, c'est tout à fait presque le contraire. Donc, quand je vous dis grand, coro, ancien, faux, vieux et doyen, ces sobriquets ou dénominations sont utilisées en Afrique et très couramment par les jeunes pour désigner ou interpeller du moins des personnes plus âgées qu'eux. Et cela est très systématiquement et devrait être l'expression de respect. Justement, Jeannette, c'est comme en Afrique centrale, par exemple, les jeunes, pour désigner leurs anciens, pour appeler même une personne plus âgée qu'eux, ils ajoutent ya. Oui, ya, comme ya papi, il y a Jeannette, Dans certains pays, Kadja, Banatou. Voilà, mais est-ce que les aînés sont toujours respectés comme il se doit de nos jours? Bon, malheureusement, non. Ils ne sont pas respectés parce que le respect de l'aîné est inscrit comme valeur essentielle de notre relation en Afrique. Parce qu'en Afrique, on inculque ces valeurs-là à l'enfant dès le bas âge. Cette personne est plus âgée que toi, tu dois de le respecter. Quel que soit, même si vous n'êtes pas de la même famille, ou vous n'êtes pas de la même ville ou rien. Mais malheureusement, ça a tendance à disparaître. Bien sûr. Oui, ça, il faut le reconnaître. Et en vitesse même. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui fait ça? Bon, je ne sais pas, c'est l'éducation. En général, c'est l'éducation. Oui, je pense que c'est l'éducation. Voilà. Parce que même, vous croisez dans les circulations une vieille dame au volant de sa voiture, un jeune passant comme ça parce qu'elle a fait une mauvaise manœuvre, il se met à l'insulter comme ça. Mais pourtant, il a une mère chez lui. Pourquoi insulter une femme âgée, une personne âgée? Et c'est comme ça si la tous les personne n'a jours. pas l'âge de votre mère. Si elle est un peu plus âgée que vous, vous lui devez respecter. Même si vous avez le même âge, à plus forte raison qu'elle est plus âgée que toi. Donc en général, même si la personne est moins âgée que vous, vous lui devez respect et tout. Mais malheureusement, ça c'est vraiment... Jeannette, j'ai été témoin d'une scène similaire. C'était toujours dans la circulation. Un jeune homme a insulté, qui était dans sa voiture, et le vieillard, il était sur sa mobilette en train d'avancer, et le vieillard est passé devant lui. Il s'est mis à insulter le monsieur. Le monsieur était perdu, il a commencé à pleurer. Si tu vois ça, peut-être il ne respectait pas ses parents à la maison. C'est l'éducation. Tout à fait. Quand on respecte ses parents et ses aînés à la maison, on ne va pas se permettre d'insulter ou de dénigrer une personne âgée dans la rue. Sinon, Jeannette, quel comportement faut-il adapter donc? Oui, comme je l'ai dit tantôt, on doit le respecter avec dévouement. Parce que c'est le respect qui englobe tout. Alors, ça c'est une première suggestion. Les respecter même s'ils vous humilient ou vous insultent. Vous ne devez pas leur rendre leur insulte. Parce qu'une grande personne, quand même, on peut dire que c'est quelque chose qu'on doit choyer. Donc, même si la personne vous insulte, vous ne devez pas lui rendre l'insulte. Même si elle vous gifle, laissez-le. Après, peut-être, lui-même, il se rendra compte que ce qu'il a fait n'est pas bien. Peut-être viendra vous demander pardon, mais il se rendre compte que ce qu'il a fait n'était pas bien. Et puis, faites comme s'ils sont à la place de vos parents. Ça, c'est très important. Comme tu as dit tout à l'heure, je pense que quand une personne respecte ses parents à la maison, là où il va respecter les autres. Quelles que soient les circonstances et la façon de vivre, les conditions et tout. Voilà. Parce que quand même, moi, je trouve qu'une personne âgée,
comme j'aime bien dire la citation de Amadou Ambateba, sur Amadou Ambateba, une grande personne, c'est comme une bibliothèque. Quand elle meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle, parce qu'elles sont pleines. Parce que je pense qu'une personne, un jeune homme, par exemple, une jeune fille, qui est toujours à côté d'une grande personne, acquiert des savoirs, acquiert des connaissances. Donc, chers frères, chères sœurs, si vous m'écoutez, essayez de respecter les grandes personnes. On a l'habitude de dire, quand il y a un enfant qui a acquis beaucoup de connaissances, qui sait un peu tout dans tous les domaines, on dit c'est celui-là, il était élevé par sa grand-mère. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que même dans le langage parlé, ils utilisent des termes de personnes âgées, parce qu'on dit qu'il a grandi au Et puis on remarque souvent aussi que les gens respectent plus les gens qui ont de l'argent, les riches, plus que les grandes personnes. Vous voyez dans certaines entreprises, dans certaines sociétés, le directeur ou bien le chef d'entreprise, c'est un jeune. Mais il se met à crier sur toutes les personnes, tout son personnel, parce que même s'il y a de vieilles personnes là-bas, le monsieur ne fait que crier sur ces personnes. Il ne se rend même pas compte que le monsieur est une vieille personne ou tout, mais c'est son autorité. Justement, pour te rejoindre, même dans nos familles, aujourd'hui, on a tendance à respecter, même si c'est le plus jeune qui est riche, par rapport, et c'est lui qu'on écoute. Ça. Et donc, ça, c'est une chose à éviter, quoi. Et il est même dit dans les familles, quand deux frères se querellent, par exemple, même si le grand a tort, il est toujours dit, ne faut jamais donner raison au petit devant le grand, parce que ça fait qu'il ne va pas respecter. Ça le rabaisse, exactement. Ça, malheureusement, n'existe pas. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est très rare. C'est dans les cas très rares. Souvent, les parents aussi regardent, selon les moyens des enfants, et minimisent l'autre. Et ça, c'est pas normal. Or que nos aînés sont nos repères. Ils doivent être nos repères actuellement. Donc, c'est vraiment malheureux de voir. Des fois, tu rentres dans les transports en commun. Tu vois, par exemple, un jeune qui est assis et une grande personne debout. Avec les secousses et tout, la personne peut tomber, mais le jeune est toujours assis. Oui, et là, c'est pas bien. Voilà. Vous faites la queue à un endroit où, normalement, si vous voyez une grande personne, c'est de la place. Devant les bancs, par exemple. Voilà. Je pense qu'une grande personne est une référence, quand même. Oui. Ça c'est très important. Comme l'a dit Jeannette, une grande personne est une référence. Et donc, nous devons de respecter nos aînés à la maison, partout où l'on va. Allons la télé. À présent, chers téléspectateurs, nous vous proposons de suivre le reportage du jour, et c'est sur l'assainissement et sur son impact sur notre environnement. Manger équilibré, varié et sain, c'est ce que recommandent les médecins nutritionnistes et diététiciens. Malheureusement, dans la majorité des cas, les Africains ont du mal à mettre en pratique ces recommandations. À chaque coin de rue et même à des endroits insoupçonnés, vous trouverez de quoi vous restaurer. Les Africains ont pris l'habitude d'offrir leurs services du matin au soir dans la restauration. Mais entre ce service et les conditions d'établissement, les clients ont souvent du mal à atteindre les lieux s'ils ne sont pas contraints par ce besoin physiologique qu'est manger. Effectivement, nous remarquons de nos jours dans nos rues, il y a beaucoup de vendeuses d'aliments ou encore de nourriture, mais ce n'est pas quand même propre. Et je me demande comment les gens peuvent acheter à manger de fond de telles saletés. Je pense que moi, je ne les comprends plus. Souvent, ils n'ont pas le choix. Il faut se nourrir. Tu as faim, tu ne sais pas où aller te nourrir. Tu vois les femmes vendent comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut se nourrir. Ce n'est pas une raison quand même pour aller acheter quelque chose au bord de la route. Il y a tellement d'énormes saletés. Il y a les mouches qui rentrent dans ces caniveaux et amener plusieurs maladies. Et en plus, le manger n'est même pas couvert. Donc, voilà. je pense que très la population... souvent avec la poussière, la fumée, parce qu'elles vendent souvent en bordure, partout même elles vendent en bordure des goudrons, il y a la fumée, la poussière, et elles vendent en bordure des caniveaux et tout.
C'est pas Voilà, toujours même recommandable, si on a faim, il faut s'abstenir. C'est ce qui est conseillé parce que parfois nous mangeons dans des conditions qui ne sont vraiment pas recommandées par les médecins et qui surtout peuvent nous provoquer plusieurs maladies. Je pense que le Déjà, service les d'hygiène vendeuses doit faire aussi. son travail. Le service d'hygiène doit faire son travail quand même. Ah. Ça, c'est Enfin, pour Les la vendeurs population. aussi, eux aussi sont à sensibiliser. Ils n'ont qu'à commencer à nous vendre la nourriture propre. Dans un endroit aussi. propre qui même peut attirer les gens. Parce que souvent, ils sont dans les coins vraiment qui... Sur limite, même ils les sentent ordures. mauvais, oui. Et elles vendent, les gens achètent. Voilà, ce sont des comportements en Afrique aujourd'hui qu'il faudrait éviter, quoi, surtout pour ne pas attraper certaines maladies. C'était le reportage du jour. Merci Hassan. En tout cas, ça, mais c'était pas du tout agréable. Ainsi prend donc fin cette émission. Merci de nous suivre. Nos programmes continuent sur Maïcha Télévision. Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé.